Et si le plus grand obstacle pour résoudre un problème, c'était tout simplement de croire qu'il est impossible à résoudre? Et si la clé pour surmonter nos plus grosses galères, c'était juste de ne pas savoir où sont nos limites? C'est une idée assez folle, et tout part d'une histoire vraiment surprenante. Alors cette idée, elle vient pas de nulle part. Elle est tirée d'une histoire vraie, et franchement fascinante. On va parler d'un étudiant qui, sans s'en douter une seconde, allait complètement retourner sa propre perception de ce qui est possible ou non. Il s'appelle George Danzig. Voilà, c'est vraiment la question au cœur de tout ça. Imaginez une seconde. On vous met face à un défi énorme, mais personne ne vous a jamais dit que c'était infaisable. Vous pensez que ça changerait quelque chose? Eh bien, pour George Danzig, le fait de ne pas savoir, ça a littéralement tout changé. Alors voilà ce qui s'est passé. George, c'est un étudiant en doctorat de maths. Et un jour, il arrive en retard en cours. Classique. Il voit 2 problèmes écrits au tableau, et tout naturellement, il se dit « Tiens, c'est les devoirs ». Donc il les copie et il rentre bosser dessus. Pendant 4 jours, il s'arrache les cheveux. Il trouve ça incroyablement difficile, mais il lâche pas l'affaire. Et il finit par les résoudre. Quelques jours après, il va voir son prof, il lui rend sa copie, en s'excusant même pour le retard, et c'est là, à ce moment précis, que tout bascule. Son professeur le regarde et lui annonce la vérité. Ce n'était pas des devoirs. C'étaient 2 problèmes de statistiques ultra célèbres que toute la communauté scientifique considérait comme insolubles. Et c'est ça, le cœur de l'histoire. Danzig l'a dit lui-même plus tard. « Si j'avais su qu'ils étaient impossibles, je n'aurais jamais essayé de les résoudre. » C'est fou, non? Son propre esprit aurait mis une barrière infranchissable. Son exploit ne vient pas d'un super pouvoir, mais juste du fait qu'il ignorait l'existence de cette prison mentale que tous les experts s'étaient eux-mêmes imposés. Cette histoire de barrière invisible, de problèmes insolubles, c'est une métaphore incroyable pour parler de combats beaucoup plus intimes, comme la lutte contre une dépendance. On peut vraiment y voir l'image d'une prison, mais une prison qui serait dans notre tête. Le parallèle est assez frappant quand on y pense. D'un côté, on a un problème de maths qui n'était impossible que dans la tête des spécialistes, et de l'autre, on a une dépendance qui paraît insurmontable, souvent, pas tant à cause de ce qu'elle est vraiment, mais à cause de l'histoire qu'on se raconte dessus. Le récit qu'on a bâti autour, qui la transforme petit à petit en une prison dont on est le propre gardien. Et cette prison mentale, attention, elle a des conséquences très concrètes. Ça va bien plus loin que l'acte en lui-même. C'est vivre avec une anxiété permanente. C'est ne plus arriver à se concentrer, que ce soit au boulot ou pour les études. C'est sentir sa mémoire flancher, son esprit s'embrumer. C'est ne plus trouver de plaisir dans ce qu'on aimait avant. C'est s'isoler des autres. Et puis, il y a ce sentiment constant, hyper lourd, d'être un imposteur, un hypocrite. C'est un fardeau qui pèse chaque jour. Alors, comment on fait pour sortir de là? Pour comprendre ça, il faut faire un petit tour dans notre cerveau. Le mot-clé, c'est chemins neuronaux. Imaginez des sentiers dans une forêt. Plus vous empruntez un sentier, plus il devient large et facile à suivre. Une dépendance, c'est ça. Elle crée une véritable autoroute neuronale dans le cerveau. Le comportement devient automatique, presque un réflexe. Le rétablissement, du coup, c'est quoi? Eh bien, c'est l'art de construire de nouveaux sentiers, des chemins plus sains, juste à côté de l'ancienne autoroute, jusqu'à ce que ces nouveaux chemins deviennent la voie principale. On entend souvent parler de ce fameux cap des 90 jours. Mais attention, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas une ligne d'arrivée magique après laquelle toutes les envies disparaissent. Non. C'est plutôt le temps qu'il faut au cerveau pour se recabler physiquement, pour que les nouveaux sentiers deviennent de vraies routes. C'est un processus. Pendant ces 90 jours, on ne fait pas que résister. On construit activement de nouvelles habitudes, ce qui a pour effet d'affaiblir les anciennes autoroutes neuronales. Il s'agit moins de volonté que de neuroplasticité. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, on fait comment? Comment construire ces fameux nouveaux chemins? On va voir ça maintenant avec un exercice très pratique, une sorte de plan d'évasion en 4 pages à rédiger soi-même. C'est un plan en 4 étapes, très simple. Pensez-y comme 4 pages à écrire. Page 1, on identifie les signaux qui déclenchent tout. Page 2, on met noir sur blanc tout ce qu'on a à gagner. Page 3, on prépare un plan d'action hyper concret pour les moments de crise. Et enfin, page 4, on se rappelle le vrai prix à payer si on ne change rien. Allez, on commence avec la page 1, les signaux d'alarme. C'est l'étape de la lucidité. Il s'agit de repérer ses propres déclencheurs. Quels sont les lieux critiques? Le fait d'être seul trop longtemps, par exemple? Quelles sont les habitudes qui ouvrent la porte? Scroller sur les réseaux sociaux sans but précis? Et surtout, quelles sont les émotions qui agissent comme un détonateur? L'ennui, la tristesse, la colère? Le simple fait de les lister, c'est déjà apprendre à les voir arriver de loin. Page 2, les gains. Ça, c'est le carburant. C'est le pourquoi on fait tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Un esprit apaisé. Une concentration retrouvée, des relations basées sur la confiance, le simple fait de pouvoir se regarder dans le miroir avec une conscience tranquille, et peut-être un jour, la force d'aider d'autres à faire le même chemin. C'est ça, la vision qui doit nous porter. Maintenant, la page 3, le plan d'évasion. C'est crucial. Quand l'envie frappe, ce n'est plus le moment d'improviser. Le plan d'urgence, il doit être prêt, écrit noir sur blanc.
Quand un signal d'alarme de la page 1 retentit, qu'est-ce qu'on fait là tout de suite? On appelle un ami, on sort prendre l'air, on se met à prier. Avoir ce plan, c'est la différence entre une action choisie et une réaction subie qui nous ramène direct à la case départ. Et enfin, la page 4, le coup réel. Notre cerveau est un expert pour oublier la douleur et ne garder que les bons souvenirs, même quand ils sont faux. Cette page, c'est l'antidote. C'est l'ancrage à la réalité. C'est la liste brute et honnête de toutes les conséquences négatives. Les relations abîmées, les opportunités ratées, l'estime de soi en miettes. C'est la page qu'il faut absolument relire quand la petite voix commence à murmurer ses fausses promesses, du genre « allez, juste une dernière fois ». Ok, une fois ce plan d'urgence en place, on peut voir plus grand. Parce que se rétablir, ce n'est pas juste passer sa vie à gérer des pulsions. Le vrai but, c'est de construire une vie tellement riche, tellement pleine, que l'ancienne dépendance n'y a tout simplement plus sa place. Et cette nouvelle vie, elle se construit sur 4 piliers solides. Ces 4 piliers, ce sont l'esprit, le mental, le corps et le social. L'esprit, c'est se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit la foi ou une mission de vie. Le mental, c'est faire comme dans Dig, c'est oser remettre en question cette petite voix qui dit c'est impossible de changer. Le corps, c'est simple, bouger, faire du sport, mieux dormir, mieux manger. Et le social, c'est sortir de l'écran et créer de vraies connexions avec de vraies personnes. L'un ne va pas sans les autres, ils se renforcent mutuellement. Pour finir, il y a une dernière chose, peut-être la plus importante, c'est la façon dont on perçoit tout ce processus. Il faut arrêter de voir ça comme une course avec une ligne d'arrivée. C'est un voyage, un cheminement. Et ça, c'est sans doute l'idée la plus libératrice. Chaque tentative, même si elle se termine par une rechute, n'est jamais un échec. Chaque effort fait partie du voyage. On ne repart jamais de zéro. Une rechute, ce n'est pas un retour à la case départ. C'est une étape du chemin, une étape qui nous apprend quelque chose. On continue, mais avec plus d'expérience qu'avant. Il y a cette phrase qui dit « Les hommes meurent sur le chemin, pas sur le lit ». C'est une image forte. Ce qu'elle veut dire, c'est que ce qui compte vraiment, c'est le courage de s'être mis en route, d'avoir essayé. L'honneur n'est pas dans la victoire finale, il est dans le combat lui-même, dans l'effort de chaque jour. Au final, tout se résume peut-être à ça. Le passé n'est pas une sentence, c'est juste une leçon. Le seul vrai pouvoir qu'on a, il est dans le présent, dans la prochaine décision à prendre. Le rétablissement, ça commence maintenant, avec cette décision. Alors la question c'est, quelle sera-t-elle ?